pas fâché. N'hésitez pas. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle d'Accelerate, comme son nom l'indique, dans cette conférence. Je vous dis rapidement ce qu'on va voir et dans quel ordre. Un petit quiz d'intro pour vous chauffer un petit peu et pour gagner un Lego ici, le reste à venir rechercher au stand d'Ypon. Je vous parle rapidement de ce que sont les différentes études, les 10 ans d'études d'Aura sur le sujet, les nouveautés de l'étude qui est sortie il y a 3 semaines, que j'ai dépilé pour vous. Normalement, en 45 minutes, vous gagnez 120 pages de lecture. Ne dites pas merci tout de suite. Et après, je vous explique comment ça se déroule sur le terrain. En fait, dans la course, si je file la métaphore après les Jeux Olympiques, comment on fait au quotidien pour aller démarrer une transformation DevOps et la mener jusqu'au bout. Et sur les derniers moments, je vous donne rapidement quelques éléments de retour d'expérience, quelques éléments de démarche si vous voulez le reproduire chez vous, et puis j'ouvrirai un petit peu sur d'autres éléments parce qu'il n'y a pas qu'Accelerate dans la vie. Je m'appelle Jean-Rémy, je suis le responsable des architectes chez Ypon Technologies. Aujourd'hui, je vous parle volontiers de DevOps, de transformation, etc. Et dans d'autres occasions, et l'an dernier par exemple, je vous parlais d'API et ou de Domain Driven Design. Voilà de quoi j'ai envie de discuter. Si vous voulez discuter avec moi sur LinkedIn, vous n'hésitez pas, il y a des petits QR codes partout, tout le temps. N'hésitez pas à la flécher pendant et après. Ypon, si vous ne le savez pas, outre le petit stand qui est là-bas, on a un cabinet d'expertise technologique essentiellement. On est 650 collaborateurs dans le monde. On a évidemment une agence à Bordeaux. On en a d'autres dans la plupart des grandes villes françaises. Marseille, Toulouse, Paris, Lille, Lyon, enfin bref, toutes les grandes villes françaises. Et DevOps fait partie des expertises qu'on propose. Et comme je suis un mec sympa, là vous pourrez me dire merci, plutôt que vous faire suer à prendre des photos, des notes, etc., tout ce que je vous dis là, vous pouvez le scanner dès maintenant. Le document est sur SlideShare. Garde des liens, je n'ai juste pas activé, je l'avais mis en privé parce que les réponses sont quand même dans les slides que je vous propose. Donc n'hésitez pas, scannez le QR code, gardez l'URL et derrière vous avez tous les éléments que je vous donne aujourd'hui. J'ai assez papoté, j'espère que tout le monde arrive assez vite. Ce que je vous propose tout de suite, sans plus tarder, le petit caout. Et je le rappelle, pendant que vous scannez le code dans les derniers moments, il y a 3 Lego à gagner. Un qui est ici, les 2 autres à venir chercher au stand d'Ypon juste après. Celui-ci, c'est le deuxième, je crois, le deuxième ou le troisième lot. Il y a un plus grand lot à gagner juste après. J'espère que vous avez suivi, pour ceux qui me connaissent en tout cas, les quelques publications que j'ai mises sur LinkedIn qui reprennent grosso modo toutes les réponses. Hein, toutes les réponses. Je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Ce que je peux vous dire en attendant, il y aura pas mal de choses qui seront raccord avec ce que vous avez pu entendre ce matin dans la keynote. J'ai d'autres sources à vous proposer, mais globalement, on parlera des études, et dans l'étude, il y a un gros focus sur l'IA. Donc on prendra 5-10 minutes pour dépiler un petit peu ce que disent les études sur le sujet, et qui, si elles apportent un constat, spoiler alert, parfois mitigé, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas regarder un peu plus loin. Je pense qu'on arrive au bout. Notez-vous le code quelque part, mais de toute façon, je pense qu'il faut vraiment qu'on commence, sinon je ne finirai jamais à l'heure. Allez, c'est parti. Quelques petites questions rapides, 5, autour du rapport d'Aura de cette année. Première question. Curseur. Choisir le bon volume. En 2024, combien de personnes ont participé à l'étude statistique dont je vous parle? À 1000 près. Je n'ai pas dit que ce serait facile. Juste pour le suspense, parce que j'adore ce petit slider qui vous fait transpirer. 39 000. L'étude dont je vous parle, statistiquement, elle couvre 39 000 répondants. 39 000 répondants. Au-delà de... Ça va vite, hein. Ça va vite. Là, je vois qu'il y a des points les points... Ah ouais, je sens que ça joue, là. Alors, une fois par semaine, non, certainement pas. Et une fois dans sa vie, certainement pas non plus. Les équipes dites low performers, telles que c'est dans des clusters statistiques proposés par cette étude, elles livrent globalement une fois en prod, par trimestre ou par semestre. C'est entre les deux. Voilà, globalement, une fois par semestre. Mélanie, toujours en tête du classement. Où es-tu, Mélanie? Voilà un petit peu ce que je vous dis après, que vous retrouverez un point par point dans le document que je vous donne.
La performance basse, les low performers, ouais, faut que je me rapproche un peu. Low performer, c'est le cluster du bas de ceux qui répondent et qui déclarent répondre à ça. Donc ils déploient en production, en gros entre une fois tous les mois et une fois tous les 6 mois. Pas plus, et pas moins. C'est pas énorme, mais ils livrent quand même. Hein, c'est pas 0 fois dans l'année. Donc maintenant, question de vitesse toujours. L'autre bout du cluster, les elite performers, à votre avis, mettent combien de temps pour que le commit aille en prod? Elite, c'est classe mondiale, hein, classe internationale. Ouais, vous emballez pas non plus. Moins d'1 heure pour que ça parte en prod, tout test compris. J'ai jamais vu ça de ma vie, sauf petit correctif avec 0 test et à moi la peur. Non, la bonne réponse, c'est bien moins d'1 jour. Le commit, entre le moment où il est poussé pour le développeur et il traverse toute la chaîne pour être livré en prod, moins d'1 jour. Et moins d'1 jour, c'est déjà ultra rapide. La hache, qui est H? Ouais, Mélanie détrônée. Aïe, aïe, aïe. Ok, voilà ce que ça représente. Je vous disais 1 jour pour les métriques pour les élites. Pardon. 1 jour pour les plus performants en termes de temps commit qui va en prod. Et finalement, pour ceux qui sont à l'autre bout du cluster, on est plutôt sur beaucoup moins, à peu près le même temps que ce qu'il faut pour aller en prod. Voilà. Toute une latitude entre. Vite, c'est les élites, puis les high, puis les médiums, puis les low. Globalement, la stabilité, la capacité à réparer sa production, le mean time to repair, il suit globalement les mêmes statistiques que la vitesse d'après l'étude de 2024. Voilà, ça change tout vite, ça change. Je passe vite, parce qu'à l'inverse, ou à l'inverse, dans la continuité, il n'y a pas que le mean time to repair. Il y a aussi ceux qui font des échecs en production. Et à votre avis, qui fait le plus d'échecs en production, du plus au moins? Maintenant que vous avez tous à moitié répondu, vous vous doutez bien qu'il y avait un piège. Merde. Si vous lisez entre les lignes là, ce qui se dit, c'est qu'en fait, ceux qui livrent lentement, systématiquement, ils ont des problèmes en production. Ok, c'est pas surprenant dans la dynamique globale. Mais par contre, ceux qui sont les high performers, ceux qui livrent plutôt vite, chose surprenante cette année, en fait, ils ont plus d'erreurs dans leur mise en production que ce qu'ils ont ce qu'il y a dans le cluster plutôt des medium performers. Je vous explique un petit peu après pourquoi, mais si je vous en dis 2 mots, soit parce qu'ils s'autorisent à livrer plus vite, à livrer mal parce qu'ils livrent plus vite, ou parce qu'ils ont privilégié certains éléments, et je vous détaille un petit peu le comment on fait après. Voilà ce qui se passe, c'est cette partie-là que je voulais mettre en lumière, où il y a un décalage fort entre élites, où ils ont plus d'échecs en prod que les performeurs moyens. Par contre, ils ont plus d'échecs, mais vous ne voyez les chiffres, hein, ça veut dire qu'ils mettent dans tous les cas moins d'1 jour à réparer leur prod. Quelque part, c'est peut-être pas si grave de livrer vite des features s'il y a de petits désagréments. Classement, comme ça après, je sais que maintenant j'ai votre attention, vous avez bien mangé, vous allez gagner des trucs, après vous allez m'écouter, j'espère. Qui est le premier ou la première? C'est Lulu. C'est Lulu. Qui est Lulu? Eh oui, mais bien sûr, les experts du test, bien sûr. Félicitations à toi. Je vous laisserai venir récupérer les lots après ici, au stand, on en rediscute après. Ok. Ta vache, que je vois quand même que vous ne veniez pas réclamer des lots. Ok. Je veux bien que vous veniez juste après, mais je te repère là, bref, je veux bien que vous veniez juste après au moins que je vous reconnaisse. Et moi-même, alors, je ne vous dis pas qui est moi-même, mais qui est cette personne. Ok, vendu. Allez, je coupe cette petite musique si joyeuse. Hop. Ok, c'est reparti. Donc, je vous disais, Accelerate, c'est quoi? Le nom il vient du livre qui a été publié en 2018-2019 et qui prend, sur base de l'ensemble des études dont je vous parle après, des statistiques et qui vient compulser un ensemble de moyens qui permettent d'expliquer. Et leur modèle, statistiquement, valide aussi le fait que ces performances, la performance de delivery, si je le dis en anglais, elle a bien un impact sur la performance financière, mais sur d'autres éléments.
ceux qui m'intéressent d'ailleurs plus que ça, c'est tout ce qui est bien-être au travail, satisfaction, etc. Et par exemple, réduction des burn-out. Voilà un petit peu ce que vient statistiquement montrer cette étude. Et de nouveau, ce modèle de recherche, là, vous pouvez l'explorer. Je vous ai mis le lien, il est accessible en public sur leur site et il vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on en dit en 2024 ? En 2023, il y avait déjà ces statistiques-là. En 2024, voilà ce qui a bougé. En 2024, globalement, vous pouvez noter que la vitesse, le mean time to restore n'a pas bougé ou a un peu diminué pour les moyennes, les performeurs moyens, mais surtout le taux d'échec, il a un petit peu bougé, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et l'autre chose qui a changé, mais quelque part c'est relativement logique aussi, la répartition des différents groupes de répondants dans les clusters statistiques de niveau, lui aussi a bougé. Il y a eu un gros focus Elite et High Performers l'an dernier, et là ça s'étale un petit peu, c'est un peu plus homogène, soit pour des raisons de pratique, soit parce que les répondants sont plus honnêtes, je ne sais pas. Mais globalement, ça change un petit peu. Il y a moins cet effet de halo avec des entreprises qui sont tout au-dessus, mais il y a quand même 20% des répondants qui livrent à la demande en production. Et je vous disais, c'est un ensemble de capacités. En 2023, il y avait 3 grandes natures de capacités. Il y avait les capacités tech, CI/CD, Trunk-Based Development, etc. Des pratiques plutôt culturelles, comment je fais pour que mon organisation elle apprenne un petit peu. Et tout ce qui est gestion de processus de MEP, processus visibilité dans le flux, des notions très lean. Je ne rentre pas dans le détail de tout, hein. Je fais juste un résumé de ce qu'il y a sur l'étude et que je vous encourage à découvrir. J'en prends une, automatisation des tests, n'est-ce pas gagnant? Dans les pratiques tech, en termes de nature, voilà les choses que vous pouvez trouver. Leadership, les cultures organisationnelles génératives. Pour les agistes dans la salle, c'est évidemment comment je fais pour que mon entreprise apprenne et qu'elle génère des bonnes choses. Et si je prends des sujets lean, visibilité de travail dans le flux de valeur, je vois ce qui avance au fur et à mesure. Ça, c'était ce qui était avant sous forme de nature. Et notamment, toutes celles qui sont estampillées corps, c'est celles qui sont probablement les plus importantes dans le sujet. Vous notez d'ailleurs que dans les pratiques corps, c'est essentiellement des pratiques technologiques, platform engineering et expérience développeur. Platform engineering et expérience développeur. Je vais faire un focus aujourd'hui juste sur la partie IA, donc là je ne détaille pas. Par contre, il y a un vrai sujet sur comment on met des plateformes à disposition des équipes de développement et un autre angle d'attaque sur comment on fait pour développer vite, notamment en fournissant une expérience développeur plus appropriée, qui est le sujet de plusieurs boîtes dans la tech depuis ces derniers mois, voire dernières années. Je vous laisse le lire, ce ne sera pas le sujet aujourd'hui. Thématique de conférence IA, je vous détaille un petit peu la partie IA. Ce qu'il raconte dans cette étude, c'est notamment comment on utilise l'IA et quel impact ça a. Les cas d'usage principaux qui sont utilisés au travers de l'IA dans une dynamique d'être plus productif, plus rapide, si vous vous rappelez ce qui a été dit ce matin, c'est notamment tout ce qui est génération de code. Générer pour aller être plus productif, aller plus vite, comme vous voulez, résumer des informations ou expliquer du code. Bon, expliquer du code, c'est triste de faire ça, mais ça reste un cas d'usage avéré. Ça, c'est les usages les plus courants. Les usages toujours utilisés, mais moins fréquemment, c'est optimisation de code, documentation du code et génération, écriture de tests. Moi, pas nécessairement un impact important. Là, on parlait ce matin de 25 à 50% d'amélioration des performances. À l'échelle individuelle, il y a effectivement un petit peu plus de productivité. L'étude est plus dure. Elle dit globalement sur les répondants 8 ou 10% d'amélioration locale, pas beaucoup plus. Mais ça n'a pas un si gros impact que ça, pour l'instant. Et en fait, une des raisons qui est expliquée, le questionnaire y engage, c'est pourquoi vous l'utilisez peut-être moins ou dans d'autres conditions, où vous n'allez pas beaucoup plus vite, parce que finalement, la confiance de ce qui est généré reste limitée. Hors hallucination, il y a quand même des réponses qui ne sont pas toujours très pertinentes, des morceaux de code qui sont générés qui ne sont pas forcément bons, ou des approches qui sont... Il faut savoir prompter. Hein. Si vous voulez un bon résultat, il faut savoir prompter, et même en sachant, ce n'est pas toujours parfait. Donc il y a une certaine défiance de ce qui est produit et généré. Je le constate peu à titre personnel, parce que je ne développe pas tant que ça, mais chaque fois que je l'utilise, à titre personnel, je fais toujours attention, parce que je sens qu'il n'y a pas forcément tout ce qu'il faut derrière. Et donc, ce faisant, tout ce qui est sujet qualité arrive en second rang, et d'une manière générale, ça aide à aller un peu plus vite, mais sans plus. Pire que ça, l'étude finit pas tout à fait sur ça, mais presque. Globalement,
pour la plupart des personnes sondées, d'ici 1 à 5 ans, ça aura autant des impacts négatifs que positifs. Donc il y a une certaine réticence ou une certaine inquiétude, évidemment, notamment sur tout ce qui est impact environnemental et éventuellement sociétal pour tout ce qui est perte d'emploi. Voilà globalement ce que dit cette étude. Je vous laisse aller regarder plus en détail par vous-même tout ce qu'il y a dedans. Je fais un résumé un peu sommaire. Il y a d'autres éléments intéressants, notamment sur quelle typologie d'action au quotidien aller chercher tout ça. Mais ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que si l'étude dit qu'il y a des améliorations de productivité à l'échelle du développement, sur la phase globale du delivery, entre le moment où il y a le développement et le moment où ça arrive en prod, il y a régression. Les entreprises qui utilisent de l'IA, elles ne vont pas moins vite en développement, mais elles vont moins vite sur tout le processus global developer experience, pour aller en tirer d'autres usages, mais je n'aurai pas le temps de tout traiter aujourd'hui. Par contre, je rentre un petit peu dans le détail sur comment on fait ou comment moi je l'ai vu appliquer sur différentes missions. Les premiers éléments qui sont à mon avis marquants, dont moi je me sers, et puis je vous donne ma recette de cuisine à la fin, c'est utiliser ce que met à notre disposition Dora, le Quick Check. Je ne vous fais pas la démo là, mais ça prend 20 secondes, montre en main. Le Dora Quick Check, c'est quoi? C'est un petit questionnaire où vous répondez vous-même par rapport aux indicateurs que je proposais tout à l'heure. Combien de fois vous livrez en prod par intervalle de temps? Combien de temps met votre commit pour aller en production? Et de la même manière, combien vous mettez d'échecs, combien de fois vous avez d'échecs en production, etc., etc. Moi, je me sers de ça à chaque fois. S'il y a des agilistes parmi vous pour la conduite de transformation, je ne me rappelle plus comment s'appelle ce cercle-là, mais bref, le premier truc, c'est créer un sentiment d'urgence. Véridique. Quand j'arrive chez un client, puis je dis « Tu veux pas qu'on regarde un petit peu par rapport à ton marché, ton industrie, etc. À quel niveau t'es ?»« Oui, oh, ça va, nous on livre bien. » Et là, grosse claque. « Ah ouais, les autres livrent tellement plus vite que moi. » C'est pas forcément grave que les autres livrent plus vite. Ce qui est grave, c'est de pas chercher à s'améliorer. Mais par contre, de se comparer, de dire on n'est pas si bon que ça factuellement par rapport à une étude statistique qui est suffisamment représentative, c'est le bon premier point pour se dire il faut peut-être vraiment qu'on change quelque chose, on ne peut pas se contenter de dire qu'on livre bien. Et le bon goût de ces métriques, c'est qu'elles viennent corréler différents éléments. Évidemment, je ne vous dirai pas chez qui, mais j'étais dans une entreprise où ils livraient la version 5 d'un applicatif. Ils commençaient à déployer la 6 dans des différents lieux, alors que la 5 n'était pas encore terminée. Et ils commençaient à avoir des problèmes. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des problèmes? En remontant la chaîne, eux, ils étaient contents de livrer tous les mois un nouveau site en prod. Par contre, les développements, ça faisait 1 an et demi, 2 ans qu'ils avaient commencé. C'est-à-dire 1 an et demi, 2 ans de commit qui n'étaient jamais partis en prod, parce qu'ils avaient accumulé. Ces métriques-là, elles permettent de prendre conscience globalement de tout ce processus qui est fait et de se dire, oui, si mon commit, entre le tout premier commit que j'ai fait sur ma feature, il a mis 1 an et demi à aller en prod, probablement que j'ai raté quelque chose. Voilà un petit peu les enseignements qu'on peut tirer avec ça, avec la bonne explication, bien sûr. Je vous donne 2 ou 3 autres petits tuyaux pendant que j'y pense. Moi, comment je fais pour aller forcer, éclairer des décideurs à changer? Je leur dis, c'est bien beau de vouloir mettre toujours plus de monde, c'est bien beau de vouloir faire toujours plus, mais si vous n'avez pas les bons outils et pas la bonne organisation, il y a des effets de seuil, la loi de rendement décroissant. Vous ne profiterez pas de tout ce que vous mettez en plus si vous ne mettez pas la bonne industrialisation derrière. Ça peut tomber sous le sens, mais mathématiquement, ces éléments économiques, ça c'est vraiment des cours qu'on retrouve sur les marchés financiers, elles ont un écho dans la sphère IT, et ça parle aux décideurs que je rencontre pour leur dire il faut que tu fasses autrement si tu veux tirer parti des ressources supplémentaires que tu vas ajouter. Et dernier point, ça ne peut pas aller mieux si on ne fait rien. Ça tombe sous le sens, il y a toujours un petit peu d'entropie, on essaie de faire plus de qualité, plus de barrières, plus de machins, plus de trucs, ou même sans rien changer, rien que la code base qui évolue pas, va induire des performances qui sont limitées. Dans ce cas-là, évidemment, il faut faire quelque chose. Mais faire quelque chose, ça introduit déjà une perte de performance. C'est ce qu'on appelle la courbe en J, si ça vous parle. Jenny Kim, il en parle dans un de ses articles. Si vous mettez un changement en œuvre, les premiers temps, vous ne gagnez pas grand-chose. Je ne sais pas qui a déjà commencé à faire du TDD jusqu'en prod. La première fois qu'on fait du TDD jusqu'en prod, quand on n'en a jamais fait, on met 3 mois de plus. Enfin, pas 3 mois de plus à livrer, mais ça prend vraiment du temps à s'approprier. Donc oui, on est moins productif. Par contre, ne rien faire, c'est aussi admettre qu'on va forcément dégrader ses performances. Voilà, moi, les petits tips que j'utilise pour aller convaincre. Et comme il me reste moins de 20 minutes, je vais aller rapidement.
29 capacités à explorer, à mettre en place, etc. C'est difficile. Hein. Je ne vous conseille pas de toutes les prendre d'un coup. Je vous dis par contre, moi, comment je fais. Et quand je dis comment je fais, c'est 50 ou 60 équipes que j'accompagne depuis 7-8 ans. Et il y a un petit schéma qui se répète. Celles que j'utilise systématiquement, elles sont là, et je vous explique comment. Moi, je m'occupe de culture d'apprentissage et surtout d'aller à l'extérieur de l'équipe simplifier l'approbation des changements. Aller dire à la production, non, vous ne mettez pas un mois de freeze entre le moment où vous recevez pour mettre en prod pour faire vos tests. Je vous garantis que les tests ont été bien faits. Je m'occupe de ce qu'il y a à l'extérieur. Par contre, ce que je propose à l'équipe, et ce n'est pas moi qui leur implique comment faire, je leur dis d'utiliser ces fameuses capacités Accelerate. Lesquelles? Celles-ci, c'est vraiment celles qui sont juste nécessaires, à mon avis, pour passer de low performer à medium. Contrôle de version, du bon release management, quelque part. Automatisation des déploiements. Il n'y a pas d'automatisation, on ne peut pas aller plus vite, il n'y a pas de débat. Et automatisation des tests. Juste ça, ça suffit pour embarquer la démarche d'amélioration. Et à partir de ça, on va finir par tirer toutes les autres pratiques dont on aura besoin. Mais juste ça, ça suffit pour passer globalement à la frontière de low et medium performer. Puis si vous avez la chance de travailler en mode agile, il y a d'autres pratiques qui, elles, sont congruentes avec tout ça, notamment la limiter l'encours de travail, travail par petits lots, tout ce qu'apporte le lean management ou l'agilité sur des petites releases avec, par exemple, des user stories de petite taille. Voilà comment ça fonctionne. Je ne vais pas passer tous les exemples, vous les aurez, c'était juste pour mémoire. Je m'arrête juste sur un, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Ah, est-ce que c'est après? Ah, il est caché. Peu importe. Si on fait du test, automatisation des tests, c'est une des pratiques. Commencer par écrire une stratégie test, c'est la base du sujet. Okay. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des pratiques techniques compliquées. Et si je prends la partie plutôt version gestion de contrôle gestion du code source, pardon, en version, pas besoin d'un flow compliqué, pas forcément besoin de faire du trunk base depuis le début, juste savoir qui commit quoi sur quelle branche et l'expliciter dans une documentation de qualité, ça suffit à faire avancer les choses correctement. Le nombre de projets que j'ai vus, et il n'y a encore que 2 ans, où les gens partagent des fichiers sur un drive pour faire de la gestion de version, c'est dans la data. Hein. J'espère qu'il y a des data chez vous. Là, les data, ils ne savent pas coder, ils font n'importe quoi. Ils partagent des fichiers de code sur des réseaux. Voilà le genre de choses de pratiques que je vois. Avec ça, évidemment, on ne peut pas aller vite. Évidemment, il y a d'autres contextes dans lesquels ça se passe mieux. Mais voilà. Ces pratiques-là, elles permettent d'aller au bon endroit, au bon moment. Et si jamais j'ai déjà fait quelques tours de piste là, dans ma petite course, et que je me pose la question de ce que je vais devoir améliorer après, j'ai peut-être besoin d'un peu plus de métriques et de chiffres. Les métriques que j'utilise, évidemment les métriques Dora, mais comme objectif, ce que je vais chercher, j'utilise moi cet outil du Lean Management, qui est le Value Stream Mapping, où on vient globalement cartographier l'ensemble du processus. Le processus, vous mettez le début, une fin. Je préfère commencer par le sujet de la conception, comment je raffine mes US, par exemple, en mode agile, ce qui n'est pas tout à fait dans le cadre des métriques de Dora, mais ça a le bon goût aussi de faire émerger les incohérences ou les premiers problèmes. Donc de la conception jusqu'à la mise en prod. Et si votre spectre à vous, c'est que le développement, c'est que la partie delivery, c'est que le release management, et bien c'est pas grave, vous pouvez faire sur ce processus-là, c'est déjà un premier tour. Par contre, évidemment, on va plutôt chercher des optimisations globales que des optimisations locales. Donc plus le processus est large, plus vous avez des chances d'avoir des résultats. Et donc je viens matérialiser qui fait quoi, là, le PO et le Scrum Master qui s'occupent pendant le cadrage de produire des user stories et de la doc technique. Un vrai value stream mapping, hein, je ne l'invente pas, même si ce n'est pas forcément les rôles que vous attendiez chez vous. Ou si je prends là le développeur réalise ses développements, ses tests unitaires, et je compte globalement le temps que chaque phase fait en temps de production et surtout en temps d'attente. Et n'en déplaise aux agilistes, si Scrum, par exemple, n'enjoint pas de ne pas livrer à la fin du sprint, il n'y a quand même pas grand-chose qui nous encourage à le faire. Et donc, avoir des user stories, des éléments dans le backlog, qui sont développés au début du sprint et qui attendent tout un sprint pour arriver, ne serait-ce que dans l'étape suivante, voire en prod, c'est du gâchis. Hein, au sens lean management, c'est du gaspillage. Donc c'est ça qu'on va identifier point par point avec cet atelier Value Stream Mapping, qui va venir expliquer, ou qui va permettre d'aligner l'ensemble des acteurs sur qui fait quoi, combien de temps ça prend, avec des métriques qui seront plus parlantes pour aller décider de « j'optimise ça ou ça ». Et dans « optimiser », il y a aussi se dire « je n'irai pas automatiser mes tests end-to-end parce que je vais y passer des jours pour gagner 2 heures de build,
Alors que peut-être si je m'occupais de faire un meilleur refinement avec de meilleurs critères d'acceptation, ou si je décorrélais certains de mes tests pour avoir un petit peu moins d'éléments, bref, je peux optimiser mon processus à certains endroits et pas à d'autres, cette fois-ci avec des métriques, non, voilà ce que je vais gagner par rapport au temps que je vais y passer. Ça a le bon goût de mettre ça en lumière. Je résume tout ce que je vous dis. La démarche, globalement, que je vois là, quand je l'ai appliquée avec différentes équipes, globalement, ça prend du temps. Et c'est pas que la démarche est mauvaise, du coup, je pense pas. Mais par contre, ça prend vraiment du temps de se transformer. Vous pouvez pas imaginer se transformer demain du jour 1 au jour 2 en passant de low à médium comme ça en claquant des doigts. Ça prend du temps. Et ça prend de plus en plus de temps en allant chercher des optimisations de plus en plus fines et coûteuses. Globalement, les équipes que j'ai accompagnées, elles mettent, pour les plus efficaces, 3 mois à passer de low performer à médium, parce que c'est pas très compliqué de mettre en place un peu de CI/CD et des bons tests, en particulier sur du développement tout neuf. Quand c'est du legacy, ça marche quand même. Ça prend juste parfois un peu plus de temps. Et après, voilà, ça prend 6-18 mois, enfin 1 an et demi au moins, pour passer de médium à élite, et tout le monde n'y arrive pas. Autant low performer à médium, c'est pas très compliqué, c'est accessible. Autant les steps d'après, c'est compliqué. Et même si c'est un peu triste de dire ça, j'ai jamais eu la chance d'accompagner des équipes pour passer de performance high à élite. Alors, soit ils n'ont pas besoin de moi, tant mieux, soit il n'y en a pas tant que ça sur le marché non plus. Soyez pas surpris, hein, vous ne visez pas plus haut que ça. Autre petit retour d'expérience, je vous parle beaucoup de métriques, mais quelque chose qui est sorti dans cette étude en 2023 qui m'avait marqué, c'est la fameuse loi de Goodhart. Il dit, si un objectif, si une mesure ça devient un objectif, bah, c'est plus une bonne mesure. Et l'exemple que j'ai le plus en tête, de la même manière je dirais pas qui, c'est on va absolument passer medium performer, donc je veux que vous visiez telle métrique, tel machin, et ceux qui atteignent cette métrique auront une prime. Catastrophe. J'ai eu que des détournements des métriques. Le commit qui arrive le plus vite en prod. Bah, plutôt que de faire plein de petits commits, puis une merge request qui partira en prod sur des petits lots, ils développaient pendant 2 semaines, mais ils faisaient un commit juste à la fin pour qu'ils gagnent 2 semaines dans le flux. C'est débile. Voilà un petit peu à quoi ça peut amener quand vraiment l'objectif, la mesure, ça devient un objectif. Donc, les métriques à bon escient, sans que ce soit pour autant, comment dire, un objectif en soi. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure, voilà comment moi je fonctionne. Quand j'ai besoin d'entamer une démarche de transformation DevOps, quand j'ai besoin de convaincre, premier truc, le quick check. Le quick check, ça marche bien, vraiment, ça marche bien. Ça permet à chacun de prendre conscience. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Dans ces conditions-là, quand ça ne fonctionne pas, là, de nouveau, c'est plutôt moi qui m'y colle. Je ne demande pas à l'équipe que j'accompagne, qui généralement dit bon, on a besoin d'aide, on ne sait pas comment faire. Et dans le leadership de transformation et dans ces éléments-là, j'utilise d'autres artifices pas forcément super joli, mais dans mon petit guide à destination des personnes pour la manipulation, je vais souvent voir avec ces mêmes éléments de métrique des directeurs de service, des DSI, etc., pour dire, dis-toi, tu voudrais pas qu'on essaie à mettre en place des métriques? Oui, tu sais, les métriques, je suis pas très fan. Ouais, mais les deux autres, là, tes 2 collègues, là, des 2 autres pôles, là, ils font moins bien que toi. Je pense que toi, tu peux avoir des meilleurs résultats. Tu veux pas qu'on montre que tu as les meilleurs résultats? Oui, Jean-Rémy, je veux avoir les meilleurs résultats. Je vous le résume en 2 minutes, véridique. Un copil dans, je ne voudrais pas le domaine parce que certains d'entre vous me connaissent, mais ça c'est une discussion qui a duré 10 minutes. À la fin, le directeur en question me dit pas de problème, demain je demande à toutes mes équipes de dérouler les métriques et à partir de ça on s'améliore. Bon coup, vraiment facile. Facile. Et donc, si jamais je n'avais pas la confiance avec les métriques Dora, j'utilise de cet artifice-là ou d'autres, hein, des éléments plus financiers si nécessaire, et à partir de ce moment-là, on calcule. Et pas besoin de calcul très précis. Hein. Quand vous livrez une fois tous les 3-4 mois, c'est pas très grave si derrière, vous avez 2 ou 3 jours de délai de calcul parce que vos chiffres ne sont pas complètement exacts. Mais je mesure avec les équipes et toutes les itérations, toutes les releases, on vérifie l'avancement. Et donc, en fonction de ça, on va mettre en place ces quelques pratiques dont je vous parle, là, celles qui sont évidentes pour moi, puis quelque part, probablement celles par lesquelles vous commenceriez vous. Plutôt des pratiques tech, c'est facile d'accès et ça donne des résultats assez rapidement. Donc voilà, contrôle de version, intégration continue, etc. Et si c'est suffisant parce qu'on a atteint une cible qui était correcte pour les acteurs métiers avec lesquels on travaille, eh bien on s'arrête là. Il y a plusieurs cas où j'ai travaillé pour des produits internes à l'entreprise,
des gros progiciels, etc. On a gagné sur 6 mois, une livraison de tous les 6 mois, on livrait en gros une fois tous les 2-3 mois. Et ça suffisait, en fait, ça suffisait par rapport à leur saisonnalité, par rapport à leur rythme de travail. Si c'est suffisant, on s'arrête. Tout le propos de ce que je vous dis là, c'est investissons au bon endroit. Il y aura certainement d'autres chapitres à aller ouvrir dans d'autres endroits. Et dans d'autres contextes, ce sont les acteurs métiers qui sont venus me voir en disant bah, moi, mon application mobile, j'ai besoin qu'elle aille en prod rapidement. Là, on fait une livraison tous les 2 mois, c'est pas acceptable. Pour mon image de marque, je veux pouvoir livrer plus vite. On itère jusqu'à arriver aux bons éléments. Et normalement, encore une fois, juste avec ces quelques éléments-là, vous pouvez globalement atteindre le niveau médium performant. Puis une fois qu'on n'est plus low performer, mais c'est toujours pas suffisant, il y a peut-être d'autres pratiques à aller chercher. Je vous le disais, regardez que le flux de valeur, où sont les temps d'attente, où sont les choses qui sont longues et qui peuvent être optimisées, et commençons à travailler, guidés par des métriques, pour aller ambitionner d'autres résultats, et en entraînant une pratique, puis une autre, en prenant les premiers éléments qui sont décrits dans ces pratiques que je vous encourage à lire, encore une fois. Je vais un cran plus loin. Accelerate, c'est bien. Pour le coup, vraiment, je m'en sers depuis 4 ou 5 ans et ça donne des résultats qui sont justifiés et qui permettent de justifier nos propres investissements, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout et il y a d'autres frameworks qui existent qui font sensiblement la même chose, notamment Space, bon, je ne me rappelle plus l'acronyme, mais vous me direz peu importe, tout ce qui est apporté par Dora et quelque chose qui était plutôt porté par Devex. Et l'ensemble de ces acteurs, dans chacun desquels on retrouve une intervention de Nicole Forsgren, celle qui fait toutes les études, l'ensemble de ces acteurs se sont réunis pour dire ok, on peut peut-être faire quelque chose qui est un peu plus global, un peu mieux étagé, parce que si là je vous ai parlé beaucoup de vitesse et de stabilité, il y a des résultats sur l'humain, mais ça parle très peu de est-ce que les gens sont satisfaits. On vérifie qu'ils le soient, mais on ne dit pas comment. Il y a plein de choses qui manquent dans la métrique Accelerate, et de ce que j'en ai lu pour l'instant, et ça fait pas si longtemps que ça que c'est sorti, DXCore4, qui est le regroupement de l'ensemble de ces frameworks, apporte d'autres éléments qui permettent d'avoir une transformation un peu plus globale sur l'ensemble des pans. Je vous en prends un ou deux encore une fois, juste à titre d'exemple. Notez bien la petite astérisque avant. Un élément de vitesse important, c'est typiquement le nombre de merge request ou de pull request fait par ingénieur dans l'entreprise. Mais pas au titre individuel, c'est pas tiens, X il a fait tant, lui il a fait tant, c'est si je divise le nombre de commits qui ont été faits ou le nombre de pull requests par ingénieur, ça doit me permettre d'avoir un premier ratio de à quel point on est capable de délivrer vite. Ça, c'est sur l'aspect vitesse. Et les autres qui m'intéressent tout autant, qui sont sur un scope bien différent, c'est combien de temps on passe à faire de l'innovation. C'est complètement différent de ce qu'apporte Dora et ça donne une autre image. Et si l'ensemble des acteurs s'est mis d'accord, c'est aussi parce qu'ils savent que ce type de pratique induit, moins statistiquement parlant, mais dans les faits, de meilleurs résultats. Et j'en cherche un autre sur le Developer Experience Index. En gros, à quel point mon expérience développeur est intéressante. Voilà un petit peu ce que va ouvrir comme piste DXCore4, avec déjà des métriques. Pareil, je vous ai mis le petit QR code, vous pouvez les scanner pour regarder. Des métriques dans les entreprises tech, pas tech, plus ou moins grandes, etc., avec les différents percentiles. Vous avez 300 entreprises qui ont déjà répondu à ces éléments-là. Et ça vous permet d'avoir un autre prisme, encore une fois, si vous voulez entamer ou confirmer une démarche de transformation DevOps. Si vous voulez aller plus loin, je vous encourage à lire au moins la dernière étude. Et si ce n'est pas la dernière étude parce que c'est trop long, allez piquer dans les capacités, les éléments qui vous intéressent. Le livre, il est intéressant, mais c'est seulement si vous voulez approfondir. Aujourd'hui, c'est moins un must-have. Et si vous voulez en discuter encore un peu plus, je suis disponible au stand Dipon. Il y a une communauté francophone sur laquelle vous pouvez discuter. Et n'hésitez pas à poster là-dessus. Et à retrouver tout ce que je vous ai dit sur les slides qui sont disponibles là. Si vous avez des questions, c'est le moment, et un feedback avec plaisir. Et si vous n'avez pas de questions parce que vous avez déjà gagné les cadeaux et que vous avez encore un peu de digestion à faire, je comprends aussi.
Déjà, merci Jean-Rémy. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnes, que tu as l'impression de donner très très souvent aux entreprises qui cherchent à se transformer, justement? Alors, un, pas qu'un, plusieurs. Celui que je dis souvent, si vous voulez des résultats, si vous voulez avoir une transformation, certes, il y en a d'autres qui sont déjà plus loin, mais si vous ne commencez pas vous, un jour, vous n'y arriverez pas. Donc, évidemment, il faut commencer. Commencez petit, commencez pas démesuré. Commencez par les choses qui rapportent. Celles qui rapportent, c'est celles que vous faites déjà toutes et tous. C'est intégration continue, automatisation des tests, etc. Mais par contre, il ne faut pas aller chercher des trucs hyper compliqués depuis le début, comme des architectures faiblement couplées, de l'infrastructure flexible. C'est sûr que sur un développement nouveau, ça a de la valeur. On en parlait ce matin. Par contre, moi, je commencerai par là, en particulier parce que ça s'applique très bien à autre chose que du développement Greenfield. Voilà. Commencez petit sur des choses qui rapportent. Je donne quelques exemples. Bonjour. Aujourd'hui, dans les cas d'usage concret de la mise en place d'Accelerate, qui est-ce qui pousse? Est-ce que ça vient du management? Est-ce que ça vient du produit? Est-ce que ça vient des développeurs? Pour aujourd'hui, de ce que j'ai vu, essentiellement par mes expériences qui sont malgré tout localisées à quelques entreprises, c'est plutôt la DSI qui pousse. En tout cas, si on vient parler d'Accelerate, c'est clairement la DSI. Par contre, ça m'est arrivé vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une interlocutrice qui était dans un réseau métier, qui me dit « J'ai besoin que mon application mobile, elle soit livrée plus souvent. Je veux plus de fonctionnalités souvent pour les acteurs. » Et c'était vraiment quelqu'un qui parlait B2C, quel service j'offre, mais service au sens du domaine métier. Donc, la demande de vitesse, elle est aussi portée par les métiers. Encore faut-il qu'elle arrive jusqu'au DSI qui, étrangement, parfois freine. Non, mais bien sûr qu'on fait déjà et qui, quand ils se retournent, ne font pas. Eh bien, si c'est bon, je pense qu'on a fini dans les temps. Merci à vous, bonne journée.